sommes de retour dans le live de TV Finance. C'est l'heure désormais d'ouvrir notre rubrique économie. Et pour ce faire, je suis en plateau avec messieurs Thomas Andrieux et Véléienne Somi. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que Thomas, vous êtes spécialiste des thématiques économiques et financières et que vous intervenez régulièrement sur notre plateau. Véléienne, vous êtes spécialiste des cryptos et fondateur de NFTs, entreprise spécialisée dans les NFT. C'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et vous êtes tous les deux contributeurs à Coin Tribune. J'imagine que c'est dans ces fonctions que vous êtes rencontrés, du coup. Exact. Ok, merci beaucoup messieurs. Vous venez de publier aux éditions JDH Éditions Révolution Crypto, qui s'attelle à décoder la finance de demain à travers le prisme des crypto-monnaies. Ouvrage qui est classé numéro 1 des ventes par Amazon dans la catégorie assurance, donc c'est un vrai succès, bravo messieurs. Du coup, ma première question est, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi à 4 mains messieurs, du coup ? Tout simplement, lorsqu'on s'est rencontrés, on a vu qu'il y avait un vrai point de synergie et de liaison. Parce que souvent, on va parler de l'économie classique, de l'économie décentralisée, mais où est-ce que se trouve le lien entre les deux ? Et donc, en fait, très naturellement, je pense, dès notre première rencontre, notre première interaction, on s'est dit, c'est une idée qui est venue dans notre tête. Et donc, quelques mois plus tard, peut-être 3-4 mois plus tard, on s'est dit, c'est le moment de commencer. Et construisons un livre qui va créer ce pont. Ce pont entre finance classique et finance décentralisée. Vous êtes tous les deux détenteurs de crypto-monnaies ? Oui. Juste comme ça, pour savoir. Donc effectivement, vous nous le dites, vous parlez de finances décentralisées, donc on peut se placer d'une certaine façon sous l'œil de Friedrich Hayek, qui parle de la monnaie comme étant un marché. La monnaie, il parle de concurrence des monnaies. Est-ce qu'aujourd'hui, messieurs, les crypto-monnaies peuvent réaliser la pensée hayekienne ? C'est pas qu'elles réalisent, c'est qu'elles introduisent le concept d'Hayek. Hayek, il a fait quelque chose de passionnant. Quand on relit ses pages, on a l'impression qu'il a prophétisé phrase pour phrase, paragraphe pour paragraphe, ce qui allait arriver. Et moi, je suis profondément convaincu que le créateur ou les créateurs du Bitcoin étaient en fait directement inspirés de ce courant de la pensée économique. Donc, pour rappel, Hayek, c'est un économiste libéral qui s'inspire aussi des théories, notamment de Friedman. Théories qui disent quoi ? Qui disent que la monnaie centralisée, notamment à l'État, c'est une menace aussi parfois pour l'économie. C'est-à-dire que souvent, les banques centrales, les États, par des mauvaises manipulations monétaires, peuvent conduire au mauvais fonctionnement des marchés. Et je vous coupe 2 secondes, mais là vous attaquez au pouvoir régalien de l'État. En gros, vous dites que l'État ne doit plus frapper monnaie, en quelque sorte. C'est ça. Alors ça, mais c'est justement ça qui est passionnant. C'est la théorie qui a été avancée par Friedrich Hayek. C'est quand même un économiste qui pèse dans le jeu de la pensée économique en tout cas. Et sa théorie, effectivement, c'était de dire que la monnaie actuelle, c'est tout à fait similaire à un monopole en fait, qui est détenu par l'État et qui a des conséquences tout à fait néfastes. Et donc l'idée de Hayek, c'est de privatiser le marché. Alors Hayek, il parlait de privatisation notamment par des monnaies de banque, des choses comme ça. C'est un peu différent du concept de crypto-monnaie, mais on arrive complètement dans ce modèle. Et si ce modèle aujourd'hui a du succès, c'est à mon sens parce que l'économie de marché a aussi besoin de cela. Et aujourd'hui, on parle de... L'économie de marché et la société en règle générale, j'ai l'impression qu'on peut parler du mouvement des Gilets jaunes éventuellement, qui est pour moins d'État, plus de décentralisation, Est-ce que ça va dans ce sens-là finalement Pas forcément. Votre livre, alors il est intitulé Révolution Crypto. Il y a effectivement, quand on lit, un côté très révolutionnaire, très libéral et très révolutionnaire. Alors c'est assez différent, je pense, des courants, parce que c'est un courant quand même assez libéral, et donc ça va vraiment dans le sens du marché, plus que de l'abolition de l'État en soi. L'idée, c'est de dire d'abord le bon fonctionnement des marchés, après le fonctionnement de l'État. Thomas, est-ce que les cryptos sont vraiment décentralisés aujourd'hui ? Alors, d'un point de vue purement statistique, c'est-à-dire répartition de l'offre, on pourrait se poser la question effectivement, puisqu'il y a une minorité d'agents qui détiennent une majorité de ressources. L'année dernière, c'était à peu près 2000 adresses qui détenaient 20% de l'offre. Donc ça montre quoi ? Ça montre que c'est quand même assez centralisé, quelques individus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et là Véléienne l'expliquera beaucoup mieux que moi, c'est que le réseau est quand même assez décentralisé par sa structure, et que même s'il y a une forte concentration de l'offre, c'est quand même assez difficile de corrompre en fait le réseau. D'accord, parce qu'on est sur du système peer-to-peer. Du coup, exactement. Il y a énormément les mineurs en fait en réalité détiennent les nœuds en fait, ce qu'on appelle les nœuds de la blockchain sont très nombreux et donc pas centralisés. Exactement. En fait, pour vraiment bien répondre à cette question, ça va déjà dépendre de la crypto-monnaie, de la technologie qui est associée. Parce que finalement, le minage
fait écho à un consensus qu'on appelle la proof of work, mais différents consensus existent, et certains consensus de la blockchain, sur certaines blockchains, n'ont pas pour but d'être décentralisés. Donc il faut vraiment voir l'application de la blockchain comme une solution technique. Si demain je suis une banque et que je souhaite utiliser la blockchain, je n'ai aucun intérêt à ce qu'elle soit décentralisée. Je veux avoir la main dessus. Alors on verra, on reviendra sur ces questions d'avoir la main dessus, de sécurité, etc. Effectivement, c'est assez important et c'est probablement un écueil qu'on peut faire aller aux crypto aujourd'hui, c'est ces failles sécuritaires. Je rebondis juste donc sur un chapitre de votre livre qui est très intéressant et qui intéressera nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est vous avez calculé des coefficients de corrélation avec les principaux actifs et dans ces actifs les sous-jacents stars, on va dire. Vous parlez du S&P 500, vous calculez une corrélation de 0,83 ou 0,84, donc proche des 90. On aurait aimé avoir le coefficient de détermination pour voir si réellement ça a du sens de calculer ce coefficient. Toujours est-il que si la corrélation existant, les analystes aujourd'hui anticipent des croissances des bénéfices des entreprises de 6, comprises entre 6 et 8%. Est-ce que ça va porter le Bitcoin à la hausse en 2022 ? Pas forcément, parce qu'il y a une subtilité. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la hausse récente des crypto-monnaies, quand on étudie d'un point de vue purement statistique, en fait, qui a alimenté cette hausse de manière indirecte, ce sont les banques centrales, par l'injection massive de liquidités. Maintenant, dans la situation actuelle, ce qu'il faut voir, c'est que le marché des crypto-monnaies, il est sensible à la variation de la masse monétaire, tandis que le S&P 500 est sensible à la masse monétaire elle-même. Donc il y a cette subtilité qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on peut avoir en réalité une forte chute du marché des crypto-monnaies et une hausse lente du S&P 500, comme c'était le cas en 2018-2019. En 2018, on a eu, notamment sur le CAC 40, une forte chute des actions, tandis que le S&P 500, des cryptos, tandis que le S&P 500 a légèrement augmenté. Donc, aujourd'hui, dans la situation actuelle, les dernières corrections, elles sont principalement le fait de restrictions de la création monétaire. Ça, c'est ce qu'il faut voir. Sur les actions, ça a quel effet ? Ça a un effet de hausse, évidemment, mais plus lente, plus modérée. Et souvent, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la baisse prononcée des crypto-monnaies annonce une baisse des actions, plus ou moins forte, mais c'est souvent le cas. Donc les crypto-monnaies, il faut aussi les analyser de manière logarithme. C'est vrai que la corrélation, elle est presque absolue. Donc sur 6 ans, on approche des 90%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que les crypto-monnaies, paradoxalement, sont très dépendantes du système traditionnel, en vérité. Ça, c'est un point essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se produire ? Il faut essentiellement regarder à la variation de la masse monétaire. Et ça, c'est un paramètre absolument déterminant sur crypto-monnaie, puisque chaque décrochage a été précédé d'un ralentissement de la création de monnaie. Thomas, on est dans une période de normalisation de l'économie mondiale. Les principales banques centrales mondiales réduisent la taille de leur bilan, augmentent leur taux directeur. Du coup, la masse monétaire va mathématiquement se réduire. Est-ce que, comme une analyse qu'il a publiée ce matin, vous anticipez pour 2023 un Bitcoin aux alentours de 10 000 $? Alors, pas forcément 10 000 $. Pour l'instant, on reste proche du prix d'équilibre. Alors, statistiquement, quand on regarde, le prix d'équilibre, il est autour de 30 à 35 000 $. Statistiquement, ça serait la zone idéale, dans le sens où on ne serait pas trop en excès, on ne serait pas trop non plus en sous-valorisation. Ça, c'est le seuil idéal. Maintenant, on peut bien évidemment aller en dessous, bien aller au-dessus aussi. L'année dernière, j'étais revenu sur une analyse qui montrait que les seuils dans lesquels on est actuellement sont en fait des seuils de distribution dans lesquels on est naturellement revenu par des phénomènes statistiques. Maintenant, aller à 10 000 $, c'est peu probable, parce que le marché est quand même bien plus diffusé qu'il y a 2 ans. On a un seuil assez important de compression de l'offre à 20 000 $, vers ces zones-là. Mais en tout cas, qui aujourd'hui a alimenté la hausse et qui alimente maintenant la baisse ? Principalement les institutionnels. Donc ça dépendra de leur réaction, et leur réaction est très liée aux banques centrales. Je vous pose une dernière question. 2 choses. Vous nous parlez des institutionnels, les baleines en quelque sorte, qui détiennent alors vous, dans votre livre, vous parlez de 32% de l'offre totale, et ils représentent 0,01% des détenteurs. Il n'y a pas un risque de centralisation déjà là, premièrement. Deuxièmement, les moins de 35 ans investissent massivement dans le Bitcoin. On le verra tout de suite après dans les NFT notamment. Mais est-ce que c'est pas... Et ils cherchent quoi ? Ils cherchent du rendement, en fait, en réalité. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en totale opposition avec la pensée d'Hayek là-dessus ?
Et en économie, on dit souvent que tout marché, notamment dans ses débuts et notamment s'il est spéculatif, est un marché qui a une répartition de l'offre naturellement inégalitaire en fait. Quand on a une forte volatilité sur un marché, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une forte distorsion entre la part de marché que détiennent certains individus et pas d'autres. Donc ça c'est un élément essentiel et c'est le cas sur crypto-monnaie. Maintenant on peut faire un parallèle, encore une fois, quand les premiers billets se sont diffusés, notamment en France, il y avait des rendements sur ces billets. Et la répartition était là aussi très inégalitaire. Donc au début de tout marché, notamment quand le marché est encore très imparfait, comme c'est le cas aujourd'hui, au début de tout marché, il y a une répartition très inégalitaire de l'offre. Ça c'est quelque chose d'assez naturel en économie, j'ai envie de dire. Après, au fur et à mesure de la diffusion du marché, l'offre se dilue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même très inégalitaire. C'est moins inégalitaire aussi qu'il faut le dire qu'il y a 10 ans par exemple. Donc ça reste un avantage. Mais le temps fera son œuvre à mon avis. Ça va un peu à l'encontre du concept effectivement de marché, mais encore une fois ça fait partie des lois de l'offre et de la demande. Ça fait partie de la loi de la demande, on en est au début, on est en train de créer ce paradigme finalement sur les cryptos. Hier, une étude est publiée, est tombée, expliquait que 3,5% ou 4% des Français avaient investi aujourd'hui dans les NFT, alors que en réalité, ça fait 6 mois qu'on en entend parler. Comment est-ce que vous expliquez, monsieur Veleyen, comment est-ce que vous expliquez cet engouement si soudain Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les NFT sont portés par énormément de ce qu'on aime bien appeler les IP, Intellectual Property. Donc ça va être des chanteurs, des musiciens, des marques qui communiquent énormément autour des NFT. Ce qui permet en fait d'avoir une accessibilité qui est beaucoup plus simple. Parce qu'on le sait aujourd'hui, en France, si je veux communiquer sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies, je dois avoir le PSAN de l'AMF. C'est quoi le PSAN? C'est une certification AMF? Ouais, exactement. C'est le prestataire sur actifs numériques de l'AMF qui permet donc à une entreprise de crypto-monnaie de communiquer. Ce qui limite énormément en fait les canaux de diffusion. Ce que le NFT a permis de faire lever. Et donc, on peut voir sous différentes typologies des séries NFT qui vont sortir par des marques, par des influenceurs, notamment sur les réseaux. Et en fait, on comprend beaucoup plus simplement qu'est-ce qu'on achète quand on achète un NFT que lorsqu'on achète un Bitcoin. Notre Bitcoin, on ne le voit pas. Oui, alors que le NFT, on le voit, c'est du numérique, mais on le voit. Exactement. On le possède, mais c'est pas un actif tangible, en fait. On peut le visualiser. Et dans certains cas, les NFT ont des utilités qui sont associées. Donc ça rassure d'une certaine façon, c'est ça que vous dites? Je pense. Ok, donc d'un côté, il y a le côté rassurant parce qu'on a l'impression de posséder quelque chose, mais en plus, il y a la notion de retour sur investissement. Est-ce que, finalement, est-ce qu'on est proche du marché de l'art et auquel cas, il est bien de connaître vers quel artiste se diriger ou... Il y a deux typologies. C'est quoi? C'est de l'épargne ou c'est de l'investissement pur? Il y a différents types de typologies. On peut vraiment le voir comme un investissement, effectivement, sur le long terme, une cotation d'un artiste qui peut grandir. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est reste de l'art, dans certains cas. Il y a différents types d'NFT. Des NFT d'art, des NFT de jeux vidéo. Ça différencie. Et le but de l'art en tant que tel est de servir à rien. C'est simplement un biais cognitif. Oui et non. C'est censé. Alors la semaine dernière, on recevait un artiste justement qui nous expliquait que son art servait à guérir certaines maladies mentales. Donc on ne peut pas dire que ça. Alors je vous peut-être mal exprimé, à nuancer. Propos à nuancer. Non, mais je comprends effectivement. Vous avez raison. Monsieur Sommi, quelles sont les dernières innovations en termes de rapidité et de sécurité sur la blockchain et le Bitcoin en particulier? Alors en termes de sécurité, le Bitcoin est un très bon exemple parce que le Bitcoin n'a jamais été hacké, si on peut appeler ça comme ça. Parce que le réseau aujourd'hui est tellement étendu, donc je ne parle pas de personnes qui se sont fait, qui ont perdu des bitcoins, je parle vraiment du réseau et de l'infrastructure en elle-même, parce qu'on le rappelle, la blockchain c'est un registre distribué. Et donc personne aujourd'hui n'a réussi à prendre plus de 51%. Il faut 51% pour pouvoir contrôler le réseau et pouvoir le manipuler en fait. D'accord, ok, 51%, donc c'est... Si, ça doit être possible, finalement, ça reste une chaîne mathématique, du coup... Tout à fait, mais les coûts engrangés pour prendre contrôle de 51% de la puissance que les mineurs utilisent aujourd'hui ne seraient même pas rentables. D'accord. Parce que pour pouvoir revenir en arrière et faire ce qu'on appelle potentiellement une double transaction, donc j'ai 10 bitcoins, je vous les envoie, mais je veux les garder, le rapport investissement-bénéfice n'est même pas assez intéressant aujourd'hui. Et donc c'est un des principes de sécurité notamment de la blockchain. Ok, et en termes de rapidité, est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce que rapidité signifie consommation d'énergie encore plus dingue? Alors, comme je le disais, il faut bien faire la différence entre différents consensus. Voilà. Effectivement, sur Bitcoin, on va avoir des mineurs, on va avoir des ordinateurs qui tournent, mais aujourd'hui on a d'autres consensus comme la proof of stake, donc la preuve d'enjeu,
notamment dont on va parler, et qui est utilisé, des concepts qui sont utilisés dans la DeFi sur le rendement. Donc quand on parle de staking, la finance décentralisée. Exactement, qui consomme beaucoup moins. Parce que nous n'avons pas besoin d'ordinateurs qui tournent en continu pour pouvoir générer et valider les transactions, mais simplement prendre les fonds, les déposer, les bloquer pendant une durée déterminée pour les valider. Donc en fait, ces questions énergétiques se posent, mais cette fameuse proof of stake vient contrebalancer justement tous les arguments qui peuvent montrer qu'effectivement Bitcoin ne serait pas écologique d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça ne l'est pas terriblement, mais vous dites qu'à l'avenir, c'est une question effectivement à laquelle on y répondra. J'ai envie de poser une dernière question, on a très peu de temps, j'en ai deux quand même à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, alors la première c'est plutôt pour vous Thomas, est-ce que finalement le Bitcoin, les crypto-monnaies, les crypto-actifs ou crypto-monnaies ne seront pas finalement les talons or de demain ? Pas du tout, alors moi je suis très loin de cette idée. Pas du tout. Ça va à l'encontre même de la théorie des crypto-monnaies. Encore une fois, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est que l'utilité économique des crypto-monnaies, c'est d'instaurer ce modèle de concurrence des monnaies. Aujourd'hui, on est dans un système très mondialisé où il y a une véritable concurrence fiscale entre les États. Ça n'existait pas avant, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui est à mon sens tout à fait sain, de concurrence entre les États, c'est-à-dire que les États qui vont par exemple abuser fiscalement ou monétairement seront systématiquement pénalisés. Et ça c'est accéléré par les crypto-monnaies, c'est-à-dire que les crypto-monnaies elles permettent la concurrence des monnaies et donc éviter les abus monétaires. C'est une théorie qui peut sembler folle, mais je démontre en annexe du livre notamment qu'on peut au moins envisager la possibilité d'un modèle de concurrence des monnaies qui répond à une demande d'internationalisation de la monnaie. Mais alors vous parlez de monnaie Thomas, est-ce que vous accepteriez d'être payé en Bitcoin ? Tout à fait, et donc, ça a été déjà le cas. Avec un salaire fixe, vous auriez allez, 10 000 $ ce mois-ci et 1 000 $ le mois d'après. Comment est-ce que vous pouvez envisager une vie, un emprunt, comment rembourser un emprunt en Bitcoin si la volatilité est si importante ? C'est Bank of America qui disait hier que le Bitcoin, les crypto-monnaies sont un actif extrêmement volatile. Du coup, bien sûr, ça c'est évidemment, notamment j'insiste là-dessus dans le livre, c'est que sur crypto-monnaie, statistiquement, il vaut mieux se positionner à long terme, sinon on perd. Mais pour revenir à cette question, c'est que si je reçois par exemple un paiement en crypto-monnaie demain, je suis libre, puisque théoriquement je suis dans un marché libre, je suis libre de placer cet argent sur des stablecoins par exemple, qui sont indexés sur des monnaies classiques ou sur des actifs beaucoup moins volatiles, l'or, etc. Donc c'est notamment ce que je fais, par exemple, quand je reçois des paiements en crypto-monnaie, je vais en stocker une partie sur des crypto-monnaies stables. Et ça me permet d'avoir une stabilité dans le temps et de gérer ma répartition du risque en fait sur le portefeuille. D'accord. Et pour revenir à la question initiale, l'idée d'un étalon, c'est assez absurde en soi, puisque ça voudrait dire qu'on va adosser la masse monétaire aux crypto-monnaies, ce qui est ridicule, puisque ça revient à centraliser la monnaie encore une fois. On verra bien. Dernière question, je vais me faire tuer parce qu'on n'a plus le temps du tout. Est-ce que le Bitcoin, on ne serait pas au retour du capitalisme, au premier jour du capitalisme, où le troc était alors en vigueur? Est-ce que le Bitcoin, les cryptos, c'est pas du troc en fait finalement? Alors, si on prend l'aspect de la traçabilité, on peut se rendre compte qu'il y a un aspect technologique qui est différent. Bien évidemment, cette question dont on parlait tout à l'heure, c'est est-ce une monnaie, est-ce un actif, mais qui sont finalement plus des questions politiques. C'est un actif, mais alors lequel justement? Exactement. Et donc il y a toutes ces questions qui se posent, mais aujourd'hui même, nous n'avons pas le recul nécessaire, parce que même souvent avec Thomas, on se pose cette question de est-ce que les crypto-monnaies sont-elles des bulles spéculatives vouées à exploser, ou bien un étalon à venir. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas assez de recul pour pouvoir déterminer la réponse à cette question. Seul l'avenir nous le dira. Ok, très clair. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes rédacteur et auteur du livre Révolution Crypto, paru aux éditions JDH Éditions, et que ce livre est donc classé chez Amazon numéro 1 des ventes dans la catégorie assurance. Merci beaucoup, messieurs. Bravo. Merci bien. Merci. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour la minute pédagogique. À tout de suite sur Téléfinance.